Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest à Paris, en France, de fait, bien sûr. Et je coach régulièrement donc des personnes par le biais d'Internet. Donc, c'est l'occasion, effectivement, souvent de vous aider à personnaliser vos outils de trading. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet. Alors l'idée qui m'a inspiré pour ce webinaire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que mardi prochain, j'accueille Wim Levens à Paris et que dans la présentation qu'il fera, il va donc utiliser une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir le VPOC, le niveau d'équilibre déduit des volumes. On va en parler ce soir. Donc, c'est en constatant cela lors de ces dernières interventions que je me suis dit ça pourrait être très pertinent que je fasse un petit rappel théorique de ce point de vue-là. Et donc, je fais ce soir ce webinaire. Donc, mais il y aura aussi, bien sûr, mardi, je ferai une reprise de ce webinaire en première partie, mais dans la première heure de la journée de formation de mardi prochain. Donc voilà, pour celles et ceux qui auraient l'occasion de faire un saut par Paris, un détour par Paris, nous faisons deux formations la semaine prochaine, les 24 et 25 janvier, donc mardi et mercredi prochain. Donc ça peut être l'occasion pour vous, effectivement, de nous rejoindre à cette occasion. Alors, on va donc entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, super, Monsieur Livens revient. Oui, effectivement, effectivement, c'est ce qu'on met en commentaire. Il faut en profiter parce que c'est pas, il vient avec une fréquence relativement petite, hein, c'est grosso modo 2 fois par an. Donc, effectivement, il faut en saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Donc, on va parler de market profile, de volume profile. Donc, tout ça, c'est issu de ce qu'on nomme la théorie des enchères. Alors, la théorie des enchères, effectivement, il faut bien en comprendre toute la philosophie, j'aurais tendance à dire. Euh, donc, comme je le mets sur cette diapositive, le but va être d'intégrer dans des setups discrétionnaires une certaine logique de distribution des prix afin d'augmenter votre probabilité de réussite. Donc, il n'est pas question, je dirais, de remplacer votre façon de travailler par une autre façon de travailler, mais c'est plutôt de céder quelque part d'une autre représentation des prix ou de tout simplement de niveaux issus, déduits de cette représentation des prix. Donc, c'est précisément ce que fait Wim Levens, puisqu'il utilise l'une de ses composantes dans son système de trading, quelque part. Donc, il a enrichi son système de trading avec un outil supplémentaire. C'est un peu comme si vous rajoutiez dans votre graphique une moyenne mobile supplémentaire. Vous ne changez pas forcément toute votre façon de travailler, mais vous vous aidez avec quelque chose qui est là pour vous apporter une information. Là, on va voir ce soir que au travers de cette représentation graphique, on peut obtenir ce que j'appelle moi personnellement des niveaux clés de prix. On va voir de quoi il s'agit précisément. Et c'est un peu comme quelqu'un qui travaillerait avec des points pivots. Bah, il a ses calculs de points pivots et il utilise ces niveaux de points pivots pour certaines interprétations de prix, pour une certaine façon de travailler. Donc, bien sûr, l'application est prioritairement sur les futurs parce que pour ce qui est du market profile, ça va fonctionner avec ce qu'on va appeler l'initial balance. Donc, c'est l'heure qui précède l'ouverture du marché cash. Dit autrement, c'est de 8h à 9h sur le marché européen et typiquement de 14h30 à 15h30 sur le marché américain. C'est 1 heure avant et ça va jusqu'à la fin de la session. Pas la session cash, mais 22 heures pour le marché européen. Donc, ça va jusqu'à la fin. On construit son profil de séance, donc, sur l'ensemble. Alors, si, bien sûr, vous observez les prix qui sont maintenant plus larges, hein, les bourses futures cotent sur une plage horaire plus importante, il faut réduire la plage horaire à cette tranche horaire 8h-22h. Ceci étant, je ne trouve pas très pertinent
d'aller travailler vraiment en dehors de cette plage horaire. Et j'aurais même presque tendance à dire, quand on fait du trading, on reste plutôt au sein même de la séance 9h, 17h30. On va pas trop au-delà, quoi. On peut y aller s'il y a nécessité, mais il n'y a pas spécialement une volonté d'y aller. Donc, petite particularité, comme je l'indique ici, si on veut travailler sur les devises, on peut le faire, il y a des futurs sur les devises, hein, mais là, on a plutôt tendance à interpréter 3 profils de séance, puisque quelque part, sur un horizon de 24 heures, on va avoir une séance asiatique, une séance européenne, une séance américaine. Il y a un peu 3 horizons. Donc, tout en sachant, pour la particularité du marché des devises, on a plutôt tendance à donner le plus d'importance à la séance européenne, parce que historiquement, c'est sur Londres que tout se faisait. Et effectivement, la plupart des mouvements s'opèrent sur la session européenne. Donc, ce qu'il va falloir, je vais dire, je ne vais pas dire admettre, je vais dire, je vous l'explique, mais ce qu'il va falloir considérer, hein, ce qu'il va falloir considérer, c'est que vous avez peut-être l'habitude d'entendre parler, tiens, il y a des haussiers et des baissiers. Hein, grosso modo, sur les marchés financiers, il y a 2 camps, hein, il y a 2 groupes d'individus ou 2 groupes d'algorithmes ou que sais-je. Enfin, il y a deux catégories d'opérateurs, ce seraient les haussiers et les baissiers. En fait, lorsque on considère la théorie des enchères et qu'on travaille avec cette représentation graphique, on va considérez pas qu'il y a 2 types d'opérateurs comme cela, mais il y a plutôt 2 catégories, je dirais, d'opérateurs. Il va y avoir, mais qui sont séparés en tant qu'unité de temps. C'est-à-dire que, et la frontière entre les 2 groupes d'opérateurs, on pourrait dire que c'est l'unité de temps jour. De fait, toute personne, tout trader, tout scalper qui va travailler sur des unités de temps inférieures à la journée, on va dire c'est un local, et tous les opérateurs qui vont travailler au-delà de l'unité de temps jour, semaine, mois et que sais-je, on dira que c'est des autres opérateurs. Donc la caractéristique principale entre ces 2 familles d'opérateurs, donc de fait il y a des autres opérateurs qui sont acheteurs et qui sont vendeurs, et des locaux qui sont acheteurs et qui sont vendeurs. Donc on voit quelque part pas 2 mais 4 groupes d'individus ou d'algorithmes ou de systèmes de trading ou que sais-je. Donc il faut distinguer. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que les opérateurs qui sont sur le court terme ont, je dirais, moins de puissance de feu quelque part, moins de capital, moins de force que les opérateurs qui sont sur le long terme. Évidemment, un fonds de pension qui rentre sur une bourse, sur une valeur, qui prend une position, il ne le prend pas avec une toute petite capitale, et il ne le prend pas non plus pour 2 heures. Hein. Il prend des opérations pour du moyen, sinon long terme, alors que pour les autres opérateurs, ils vont s'intéresser au court terme. Donc il faut considérer ces 2 groupes d'opérateurs qui interviennent quasi simultanément sur les marchés. Certaines séances, on peut avoir certains opérateurs qui sont absents, donc ça donne un certain type de séance, et on verra un peu plus loin dans la présentation qu'il existe et on verra un peu plus loin qu'il est possible donc d'identifier 6 types de séances différentes. Alors, tout d'abord, j'insiste, il s'agit d'une représentation graphique des prix. Vous êtes forcément familiarisé avec la représentation en chandelier. D'autres personnes peuvent peut-être utiliser du bar chart, du Ekineshi, ou que sais-je encore, des points et figures. C'était utilisé autrefois, ça l'est un peu moins maintenant. Tout ça, c'est des Renko, Kaji et tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des représentations de prix. Ce ne sont pas des indicateurs techniques. C'est une façon de représenter les prix. De fait, ici, sur cette diapositive, je vous présente 3 choses. Je vous présente tout d'abord sur la gauche un graphique, tout ce qu'il y a de plus classique en bougie 30 minutes. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'une bougie, ni de vous dire pourquoi elle est rouge ou blanche ou autre chose. Simplement, un symbole qu'est la bougie représente l'évolution des prix sur 30 minutes. Et au centre de ma diapositive, la représentation
c'est à nouveau ces 30 minutes, mais sans tenir compte des mèches. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, il y a ici, on le repère bien, juste après 14 heures sur le graphique en chandelier, il y a une bougie blanche, ici en l'occurrence, mais qui a un range très, très, très important. Elle connaît le plus bas de la séance et elle connaît un point haut ici, au-delà de 15 140. Eh ben, cette zone de prix est balayée également sur le graphique qui est au centre de ma diapositive ici. Donc, on voit tous les niveaux de prix qui ont été travaillés durant ces 30 minutes. Et pour les 30 minutes suivantes, on a les niveaux de prix qui ont été travaillés, etc. Donc, le graphique numéro 1 à gauche et le graphique au centre, c'est strictement la même chose. Hein, simplement, la différence, c'est on ne va plus prendre en compte premier, plus haut, plus bas, dernier, qui sont les 4 informations d'une bougie, d'un chandelier, mais on va prendre en compte tous les prix qui ont été, on va dire, imprimés dans le jargon du market profile, tous les prix qui ont été imprimés, ce qui veut aussi dire que s'il y a un prix qui ne serait pas coté, il y aurait un trou, il y aurait une sorte de blanc. Là, il n'y en a pas sur mon graphique, mais il pourrait y avoir tout à fait un niveau de blanc. Et ça a son importance parce que s'il y a des niveaux qui ne sont pas cotés et de fait qu'il n'y a pas de boîte dessinée, quand on va quand on va réaliser le profil de la séance qui est matérialisé maintenant sur la troisième image à droite de ma diapositive, eh ben on va parce que pour arriver à ce profil de séance, à interpréter ce profil de séance, comment fait-on? Ben, on fait un peu comme dans le jeu Tetris, mais pas sur l'axe horizontal, mais l'axe vertical. On pousse tout le monde de droite à gauche, on pousse tout le monde et là, à cet endroit-là où il y a le plus de niveaux de prix qui ont été travaillés, hein, sur l'endroit où vous voyez ici un petit triangle, pardon, que l'on retrouve ici, c'est le niveau, qu'on va dire le niveau d'équilibre de la séance. C'est le niveau le plus coté durant la séance. Donc, on voit que pour mon exemple ici, ce niveau, il a été coté une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, etc. 11, 12, 13, 14, 14 fois. Donc, ces 14 fois qui ont été cotés, on les retrouve ici. Et d'autres niveaux ont été moins cotés. Et tout en bas ou tout en haut de mon profil, ça a été coté durant une seule demi-heure. Donc, c'est dans le jargon, on appelle ça un single print, donc une simple impression. Et c'est en l'occurrence ici l'extrémité, mais on peut avoir en milieu de profil des single prints aussi, hein, on pourra avoir des exemples. Donc, les deux extrémités. Alors, ce niveau d'équilibre, c'est le niveau qui a fait vraiment consensus dans la journée. C'est le niveau où il y a eu le plus d'échanges, où on est revenu le plus souvent possible, et c'est un niveau extrêmement important pour les séances suivantes. C'est ce fameux niveau d'équilibre. Alors, moi, je vous présente ici une représentation avec les prix, mais on peut faire la même chose avec les volumes et on obtient une représentation relativement similaire. Pourquoi utiliser les volumes plutôt que les prix, me direz-vous? Parce qu'avec les volumes, on a une finesse, une précision plus importante du profil de la séance. Et les volumes sont plus utilisés par des scalpers sur du très court terme, alors que le market profile classique sur les prix peut servir à tout le monde, y compris aux personnes qui travaillent sur CFD. Parce que sur CFD, vous n'avez pas les volumes, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de volume profile. Donc forcément, vous n'avez que le market profile possible sur la partie CFD. Donc, ce niveau-là était le niveau d'équilibre et centré sur ce niveau d'équilibre, 70% des échanges centrés sur ce niveau d'équilibre, c'est le trait rouge qui est à gauche de mon profil ici, qui s'appelle la zone de valeur. Value area en anglais, la zone de valeur ici. Le petit trait vert ici matérialise la première heure de cotation. Donc, on le comprend très bien. Ce sont les deux bougies là-bas à gauche de 30 minutes sur mon graphique en chandelier, ou c'est les deux premières barres ici sur mon graphique qui est splitté, et on le matérialise ici. Donc,
ça a son importance, ça a même beaucoup d'importance dans la manière de catégoriser la séance. Donc, cette initiale balance, c'est la première heure de cotation. Et de fait, à gauche, on a ici le cours d'ouverture et ici à droite, en haut, le cours de clôture. Donc, de fait, sur un profil de séance, comme information, on a le cours d'ouverture, le cours de clôture, comme sur un chandelier journalier, on va dire. On a ce niveau d'équilibre qui, pour le coup, n'apparaît avec aucune autre représentation graphique. C'est juste le Market Profile, Volume Profile qui donne ce niveau d'équilibre. Donc, c'est vraiment le côté le plus important. Et c'est pour ça, je dirais aussi, que Wim a ajouté ça de fait parce que c'est pertinent et que ça l'aide désormais dans son trading. Il a ajouté ce VPOC. Et cette zone de valeur, c'est aussi une zone qui est propre à cette représentation graphique, puisque par définition, c'est 70% des échanges centrés sur ce niveau de prix. Donc, voilà pour ce qui est de comment on construit, comment on arrive à une représentation, que j'ai dit, une représentation avec un graphique temps-prix. Alors, la suite de ma présentation. Alors, voilà. Il est capricieux. Non, voilà. Mon PowerPoint est capricieux ce soir. Ça, c'est parce qu'il est tombé de la neige et c'est gelé. Voilà. Donc, alors, on revient maintenant aux composantes. Donc, je rappelle ici, alors c'est peut-être la diapositive la plus importante, c'est celle qu'il faut que vous imprimiez et que vous colliez dessus de votre lit ce soir. Donc, c'est les composantes du profil de séance. Donc, je rappelle ici en clair tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, l'initial balance, c'est le range de la première heure. Le POC, Price of Control, c'est le niveau d'équilibre de la séance. Donc, il est matérialisé ici. Alors, tout à l'heure, il était matérialisé à droite, mais c'est ce niveau d'équilibre ici. Le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, bon, bah, c'est comme toutes les séances, ça ne change pas par rapport à autre chose. Et la zone de valeur, c'est les 70%. Et en fonction de ces informations, on va pouvoir catégoriser les journées. Donc, vous voyez, 1, 2, 2A, 2B, donc c'est deux variantes, la variation normale, 3, etc. Donc, tout ça, c'est la manière d'identifier des journées, parce que ce qui est important, c'est qu'en fonction du type de journée auquel on va avoir affaire, et pour ce qui est du type de journée, on ne le sait pas forcément, même on ne le sait pas à 8h00. Mais à 9h, on peut déjà avoir une information. L'information qu'on peut avoir à 9h, c'est si le range de l'initial balance est relativement petit, tout ça par rapport à la moyenne de toutes les séances précédentes, bien sûr. Si le range est très petit, on peut quasiment être sûr que l'on va voir la journée numéro 4, la journée directionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester, je prends un exemple, si le CAC il fait un range de 10 points durant sa première heure, alors qu'il est dans les 7000, vous allez bien comprendre qu'il ne va pas forcément rester dans un range de 10 points toute la journée. Alors pourquoi est-il resté dans un range de 10 points dans la première heure? C'est peut-être tout simplement parce que il attend d'autres informations dans la séance, voire il attend l'ouverture, il attend quelque chose, mais quelque part, quand on a un tout petit range dans la première heure, on peut se dire, tiens, j'ai une forte probabilité d'avoir une journée directionnelle. Ça veut dire pour un scalper, inutile d'aller travailler aujourd'hui, il y aura une journée très brutale qui va beaucoup décaler avec beaucoup de slippage et donc difficile de rentrer et sortir pour faire mes scalps. Par contre, quelqu'un qui veut saisir une opportunité de swing intraday, c'est tout à fait idéal pour lui. Donc, parce que le mouvement peut être très important. Après, on peut avoir l'opposé de cette journée, par exemple. On peut avoir quelque part la journée numéro 1, c'est ce qu'on appelle la journée normale. Alors, journée normale, c'est comme ça dans le jargon, mais il ne faut pas se faire avoir par le terme journée normale au sens, c'est pas la journée la plus probable. C'est même la journée la plus rare, je dirais, sur un mois, s'il y en a une, c'est peut-être beaucoup. Donc, mais pourquoi? Parce que dans cette journée, à l'opposé de la journée directionnelle, cette journée normale, les cours vont rester dans le range de la première heure toute la séance. Mais comment on peut faire cette hypothèse? C'est tout simplement l'opposé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 points, si durant la première heure, vous avez un range de 100 points, ou de 70 ou de 100 points, 70 ça fait 1%, 100, 150 points, vous pouvez avoir la probabilité qu'on s'est énervé comme des fous de 8 à 9
et que la probabilité qu'on reste dans ce range toute la séance est très forte. Donc là, on a une hypothèse de journée directionnelle. Et pour les autres journées, ben, c'est au fil de la journée et du comportement des opérateurs qu'on va pouvoir privilégier une journée ou une autre. Donc c'est très important de considérer qu'il n'y a pas que tous les jours ne se ressemblent pas. Je pense que ça, vous l'avez déjà tous acquis, que toutes les séances ne sont pas identiques. Hein. Si vous tradez, si vous avez, ou même si vous observez les marchés régulièrement, vous voyez bien que toutes les séances ne sont pas du tout identiques. Hein. Pour peu qu'il y ait une réunion de banque centrale, on va attendre ce qui se passe, donc on va avoir un certain comportement. Ou alors, on a l'élection de Trump en pleine nuit et le matin, on va réagir violemment à cette élection, etc., etc. Donc, il peut y avoir toutes sortes de journées différentes. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment intégrer et prendre en compte grâce notamment à cette représentation de prix. Alors, une des applications qui peut être faite, alors, comme je le dis, c'est-à-dire que les niveaux d'une séance vont servir pour la séance suivante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va construire un niveau d'équilibre, on s'en servira demain. De fait, là, sur mon exemple, on voit dans mon exemple que le 23 juin, ici sur ma diapositive, le profil du 23 juin va servir à la séance du 24. C'est-à-dire que le 24, on va pouvoir projeter le niveau d'équilibre et projeter les niveaux des extrémités de la zone de valeur pour considérer ces trois niveaux et s'en servir sur la séance suivante. Pourquoi? Pour savoir si s'il y a toujours acceptation du même niveau de prix. Et regardez un peu ce qui s'est passé là dans cet exemple. On voit que sur les premières bougies du 24, on est resté dans la zone de valeur de la veille. Et quand on a quitté la zone de valeur, c'est ce grand chandelier noir ici, c'est très brutal et on s'extrait brutalement de la zone de valeur pour revenir ensuite sur le niveau d'équilibre. Donc, la première chose que vous pouvez déjà observer, ce niveau d'équilibre, il va vraiment servir très, 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 très souvent comme niveau de réjection pour les prix. Alors, j'aime pas parler d'un support ou d'une résistance pour le POC ou pour le VPOC, mais plutôt d'un niveau de réjection. C'est-à-dire que les prix arrivent à son contact et sont rejetés en direction opposée. Donc, alors ils peuvent l'être de manière transitoire, temporaire en cours de séance, et il est franchi ensuite, mais il est très rare qu'on franchisse un niveau d'équilibre du premier coup. Donc, premier enseignement, c'est ça, c'est de considérer ce niveau comme un niveau qui sert un peu comme un aimant à attirer les cours, mais tout en les attirant, quand ils arrivent à son contact, il les repousse. Donc, mais ce qui veut dire que, par exemple, le lendemain, vous voyez, par exemple, ici, on a eu effectivement une réjection le 25 des niveaux et on les a quand même franchis après. Ça ne veut pas dire que, comme une résistance, ça ne peut pas ne jamais être franchi. Donc, il existe ce qu'on appelle dans le jargon un setup de la zone de valeur. Comment ça fonctionne? Si une séance, vous ouvrez hors du range de la zone de valeur de la veille, au-dessus ou en dessous, et que vous venez tenter de le réintégrer et que vous parvenez à le réintégrer, généralement, vous le traversez. Donc, comment on peut exploiter ça? Eh ben, dans mon exemple ici, alors ici, c'est une diapositive que je garde, que je ne sais même plus de quelle année, parce que c'était un cas extrêmement particulier, parce que là aussi, c'est très rare d'avoir une succession comme ici de setup de la zone de valeur. Encore une fois, c'est quelque chose qui arrive peut-être une fois de temps en temps. Je ne l'ai jamais mesuré statistiquement, mais de par sa faible fréquence, je dirais que c'est un peu comme pour la journée normale, ça arrive une ou deux fois dans le mois. Donc là, c'était l'anecdote, c'est arrivé deux fois coup sur coup. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'ici, le 16 juin, on a défini cette zone de valeur-là. En la considérant le lendemain, le 17, on s'aperçoit que les cours ouvrent au-dessus de la zone de valeur, qu'ils la réintègrent, qu'ils ressortent et qu'ils la traversent ensuite. Mais là,
on voit typiquement, ils ne la traversent pas directement, c'est-à-dire qu'ils rebondissent sur le niveau d'équilibre ici, ils reviennent sur l'autre borne de la zone de valeur et enfin, ils arrivent à sortir de la zone de valeur. Donc, dans la théorie de ce setup de trading, ça veut dire que si mes cours ouvrent au-dessus de ma zone de valeur et qui tentent de la réintégrer, je vais faire une entrée short, une entrée de vente à découvert sur le niveau supérieur de la zone de valeur de la veille. Je tenterai d'aller rechercher le niveau inférieur de la zone de valeur de la veille. Et le lendemain, on a eu exactement l'inverse. Hein. Donc là, ici, on s'aperçoit que le 17, on a cette zone de valeur-là, que je projette ici le 18. Et même chose, le 18, on ouvre en dessous de la zone de valeur. Donc, on s'aperçoit qu'il y a ici, il y a une entrée longue qui échoue, on est stoppé. Et quelque part, une nouvelle tentative d'entrée longue qui se produit ici. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, bien sûr, comme toute stratégie de trading, il n'y a pas de nirvana, ce n'est pas du 100%. Ça, vous en êtes déjà bien habitué. Alors, avant de poursuivre, je vais faire plus exactement, je vais venir sur la plateforme. Donc, sur la plateforme, tout d'abord, je vais ici, voilà, je vais d'abord remettre ici la représentation telle que vous l'avez vue quelque part ici. Donc, j'ai la représentation en chandelier sur la partie supérieure là de mon graphique. Donc, pour l'anecdote, c'est le mini DAX sur l'année 2023. Donc, on voit que ça a un petit peu décalé à la hausse. Hein. C'est ce mini DAX sur l'année 2023. Et en dessous, ce sont les profils de séance correspondantes jour par jour. D'accord? Donc, on s'aperçoit que on a les profils de séance. Alors, si je viens sur les derniers ou même sur les premiers pour expliquer un petit peu, je vais mettre quelque part, les 3 premiers de l'année ici. Voilà, 1, 2, 3, comme ça. Les 3 premiers de l'année. Bon, pardon, là, peu importe. Là, on est le 2. Alors, le 3. Voilà, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de cette année 2023 ? On a établi un équilibre ici, le premier jour de l'année, à 14 118, dirons-nous, sur le DAX. Donc, cette séance, la particularité de cette séance, le range de la première heure a été relativement important ici et on a créé un équilibre, on s'est mis d'accord sur les prix au-dessus de l'initial balance et on a créé ce premier niveau d'équilibre. Le lendemain, on ouvre un peu en dessous de ce niveau d'équilibre, on établit une zone de valeur pardon, excusez-moi, autant pour moi, on établit l'initial balance ici, la première heure de séance, juste en dessous, et on a une brusque accélération au passage du niveau d'équilibre de la veille, avec ici ce qu'on appelle des single prints, c'est-à-dire que ceci a été dessiné seulement en une demi-heure. Et après, on crée un nouvel équilibre un peu plus haut. Donc, ça veut dire typiquement que le marché s'est équilibré sur un niveau légèrement supérieur. Le consensus est de fait haussier. On s'était mis d'accord sur la première séance pour trader majoritairement à 14 118. On trade majoritairement à 14 236 sur la deuxième séance. Et la particularité sur la troisième séance maintenant, c'est que on ouvre au-dessus du niveau d'équilibre. On ne va pas rechercher le niveau d'équilibre de la veille. On fait une petite zone de valeur. On produit encore des single print au franchissement, à la sortie de la zone d'initial balance ici. Et on établit maintenant un nouvel équilibre un peu plus haut de nouveau ici. Donc, voilà. Alors, vous pouvez bien sûr alors après, qu'est-ce qui se passe sur les séances suivantes? On s'aperçoit que en ayant établi cet équilibre, on reste dans la même zone d'équilibre le lendemain, voire le surlendemain. Donc il y a un gros consensus où on est d'accord sur la zone de valeur, sur le niveau le plus travaillé, le 4, le 5 et le 6. Et par contre, le 6, en fin de séance, donc sur la séance américaine manifestement, en fin de séance, on accélère au-dessus du niveau de l'initial balance ici et on termine tout en haut ici. Donc on termine en déséquilibre. Là où on avait un équilibre, le niveau d'équilibre était resté ici. On termine en déséquilibre et typiquement,
la suite, ben, on continue à décaler à la hausse et vous voulez que, bon là j'explique un petit peu, vous le savez, ça a progressé, c'est pas le passé qui vous intéresse pour trader, c'est le futur quelque part. Donc ce qui peut vous intéresser là aujourd'hui, c'est de considérer pour les prochaines séances ce qui vient de se passer quelque part dans ces dernières séances. On voit que le 12, 13, 16 et 17, on est resté sur des niveaux d'équilibre relativement voisins, donc il y a eu un gros consensus. Et là, on tente à s'extraire à la hausse encore en établissant un équilibre. Là, c'est la séance en cours, hein, aujourd'hui du 18, qui manifestement va définir son niveau d'équilibre au-dessus du niveau de clôture de la veille, mais au-dessus de l'équilibre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une journée en double distribution, la journée du 17. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a presque deux niveaux d'équilibre. Mais le vrai niveau d'équilibre, c'est là où il y a le plus d'échanges. Hein, c'est pas, mais ça s'appelle quand même une journée en double distribution. Alors, ce type de journée, comme on fait une distribution ici, on en fait une deuxième là-haut, c'est très souvent qu'on a ce phénomène-là qui se produit après, où on tente de combler cette zone qui n'a pas été travaillée pour quelque part, en fusionnant les deux profils, faire un niveau d'équilibre peut-être à ce niveau-là. D'accord? Alors, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait évoluer avec NanoTrader notre représentation Market Profile et vous pouvez la superposer au prix. C'est très très simple. Clic droit ici et vous dites afficher Time Price Opportunity. Alors pourquoi Time Price Opportunity? Parce que Market Profile est une marque déposée du CBOT et là on l'appelle Time Price Opportunity dans le nom de cette représentation. On clique ici sur afficher Time Price Opportunity dans le graphique principal. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, avant d'arriver à cette présentation, parce qu'on a encore fait une évolution récente, alors je mets Show dynamique, je vais mettre non, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, première étape, on décide de super. Alors après, il faut bien comprendre déjà la mécanique des prix. Hein. C'est parfois plus facile de mettre les deux représentations graphiques l'une en dessous de l'autre, comme je l'ai fait précédemment, dans un premier temps. Et une fois qu'on a bien assimilé ce concept-là, ça peut être convivial, sympa, de dire je vais superposer les deux représentations l'une à l'autre, donc les chandeliers et le market profile. Donc, c'est cette étape-là que l'on procède. Et on a même fait récemment encore une autre évolution, c'est-à-dire que vous êtes conscient, enfin je ne l'ai pas dit forcément, mais la zone de valeur, les 70% centrés autour du niveau d'équilibre, cette zone de valeur, elle est fixe quelque part une fois que la séance est terminée. Et on pourrait dire que la zone de valeur de la première heure de cotation, elle est comprise dans l'initial balance. Et la zone de valeur bouge en permanence au cours de la séance. Et c'est le fait que cette zone de valeur évolue, se déplace quelque part le long du profil de prix en fonction du niveau d'équilibre qui s'établit. C'est là qu'on voit le travail des opérateurs, s'il y a plutôt un enchérissement haussier ou un enchérissement baissier, plutôt si la pression est acheteuse ou la pression est vendeuse. Donc, et pour voir cela, on a ici un paramètre, le tout dernier qui a été ajouté ici, qui s'appelle Show dynamique, voir la zone de valeur en dynamique. Et si on ne met pas non et que l'on met oui, on va avoir cette zone de valeur qui va se superposer ici. Alors, il ne s'agit en rien de bande de Bollinger, il ne faut pas confondre avec ça, il s'agit en rien de quelconque autre enveloppe. Il s'agit bien de représenter demi-heure après demi-heure cette zone de valeur. Donc, elle peut rester, on voit par exemple la particularité. Alors, on va zoomer celle d'aujourd'hui, on va zoomer la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout au début, la zone de valeur, vous le voyez, elle était, alors je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vais faire, je vais carrément, alors attendez, je rezoome sur ma séance et je vais carrément dessiner un rectangle pour dire où était la zone de valeur sur la première demi-heure. Voilà, la zone de valeur sur la première demi-heure, elle était là. Vous voyez, j'ai mon,
comment qu'on appelle ça? J'ai mon rectangle ici. Sur la deuxième demi-heure, alors annulé. Sur la deuxième demi-heure, quelque part, elle est. Alors je voulais pas faire ça. Ouais, là, il faut que je fasse. Il me fait des bêtises. Il faut que je fasse annuler. Je fais ça et je veux faire supprimer. Ah non, c'est pas annuler. Alors zut, 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 zut. Je ne voulais pas faire ça. Et alors, j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai dû éditer et ça a mis 0. Ah voilà, c'est ça. Ça a mis 0. Je remets 22 ici. Je ne sais pas pourquoi ça avait mis 0. Je mets 22. Valeur de départ 22, valeur d'arrivée 22. Je mets OK et ça marche toujours pas. Donc, alors, pourquoi il m'embête aujourd'hui avec ma zone de valeur? Ça, c'est quand on... Ah, il y a plusieurs choses qui se sont dessinées. Alors, je veux le supprimer ici, voilà. Je le resélectionne, j'ai dû faire des... Je veux le supprimer. Je le sélectionne, à mon avis, j'en ai créé 3 et j'ai dû faire des bêtises. Donc, supprimer. Alors, ça supprime peut-être pas ici. Si je sélectionne, je fais sup ici. OK. Alors, pour le coup, pour ne pas vous embêter plus, ouais, il y a un petit souci qui se fait. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, bah, je vais vous montrer justement, je repars à 0 pour le coup. Je vous montre comment on ouvre tout simplement un graphique quelque part et on applique cette représentation graphique. Donc, je choisis ici typiquement de repartir sur le DAX, d'accord? Je repars sur le DAX. Je vais, pourquoi pas, sur le mini DAX comme j'étais ici. Je choisis pas décembre, mais mon minima, pardon, mon mini DAX de ici, je le prends. J'ouvre mon graphique. Là, mon graphique va s'ouvrir en chandelier et devrait s'ouvrir en chandelier. Décidément, ce soir, on veut m'embêter. Pourquoi le mini? Ah, je ne suis pas sur le mini DAX, je me suis fait avoir. C'est le MDAX qui est un autre indice. Décidément, voilà. C'est autrefois sur Canal+, on appelait ça l'effet Bonaldi. Alors, DAX, je recommence. Donc, je vais choisir maintenant le bon. Alors, c'est bien le mini DAX Mars, hein, je ne me trompe plus cette fois-ci, et j'ouvre, pourquoi pas, cette étude. Donc, tout doit bien se passer maintenant. Je ne vous l'avais pas dit, plutôt j'ai oublié de le dire, si je l'ai dit indirectement, on choisit l'unité de temps 30 minutes, on choisit l'unité de 30 minutes, et si on souhaite effectivement travailler avec cette représentation graphique, alors je vais cacher un petit peu ce qui ne me sert pas, voilà, on va dire ici ajouter un indicateur, et quand on demande ajouter un indicateur, on a cette fenêtre qui s'ouvre et on va taper tout simplement time, le début de time price opportunity, et il va nous renvoyer ici l'indicateur time price opportunity. On peut le mettre dans le graphique principal ou dans la sous-fenêtre. Je vous l'avais mis dans la sous-fenêtre tout à l'heure, là je le mets directement dans le graphique principal, et vous voyez, il est venu tout de suite se mettre dans le graphique principal, avec également cette zone de valeur dynamique que je voulais matérialiser. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on peut effectivement avoir la zone de valeur qui, demi-heure après demi-heure, va donc bouger ou ne pas bouger, parce qu'on voit par exemple ici que sur la zone de valeur inférieure, pendant 4-5 bougies, ça reste identique et on se resserre. Alors pourquoi il y a ce phénomène qui se produit? Tout simplement parce que durant ce laps de temps, on a tendance à distribuer un niveau de prix très voisin. Donc on crée un premier équilibre. Puis les prix partent à la hausse et la zone de valeur se décale pour la bande supérieure à la hausse, alors que la zone de valeur inférieure, elle reste, bon, elle monte un peu ici, mais elle revient ici identique. Et la zone de valeur finale de la séance, elle est déterminée à la dernière bougie de la journée et typiquement, elle est ici. Elle se situe là et elle est matérialisée par le trait rouge ici sur la gauche du profil. Voilà. Donc, alors, possible de fusionner. Alors, je regarde si j'ai des questions. Là, il est 18h38, on a encore le temps, bien sûr. Je regarde si j'ai des questions. Oui, normalement, c'est sélection du triangle et delete, mais je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure et j'ai préféré repartir à 0. Il y avait quelque chose qui avait pris une valeur 0, vous avez vu, et c'était un peu capricieux. Alors ici,
il y en a qui peut-être me demander, tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça, ce que l'on voit à droite, c'est la représentation des volumes dans le carnet d'ordre. Il ne s'agit pas ici, à droite, là, hein, il ne s'agit pas de cotation. Il s'agit d'intention des opérateurs. On voit par exemple actuellement qu'il y a un gros acheteur ici et un gros vendeur là. Et on retrouve dans le carnet d'ordre 40 lots à l'achat ici et 34 lots à la vente ici. Donc on voit ici ce niveau de 34 alors qu'on a 9, 10, etc. Donc 34 c'est relativement important et 40 donc c'est la représentation des intentions et ça bouge en permanence puisque en cours de séance bien sûr comme on est actuellement il y a des échanges hein, qui ont lieu donc sur le marché, bien évidemment. Et si on veut plus voir cela, on peut cliquer ici, là, sur cette icône, et ça disparaît. Si on veut pas être perturbé par ça, alors ça peut aider ou ça peut pas aider. C'est comme tout, hein. On met quelque chose sur un graphique, il faut comprendre ce que c'est et savoir si ça nous aide ou si ça nous aide pas. Là, je suis en train de vous parler aujourd'hui de volume et market profile. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va pas vous aider? Est-ce que le fait d'avoir le graphique tel que vous le visualisez maintenant, ça peut vous apporter une aide ou pas? Si ça ne vous en apporte pas, ben, clairement, il ne faut pas l'utiliser, hein, évidemment. Mais si j'ai voulu effectivement faire cette initiation, quelque part, cette première présentation théorique de cette approche, c'est parce qu'elle va être utilisée c'est une des composantes c'est une des composantes donc c'est un des outils de Wim Levens qui va nous faire donc la formation sur toute la journée du 24 janvier, donc c'est 9h 19h quelque part ou 9h 18h plutôt, avec possibilité pour les personnes de déjeuner ensemble. La formation est gratuite, elle est présentielle, elle est à Paris dans nos bureaux dans le 9e arrondissement. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste quelques places. Bien sûr, c'est du présentiel. Bien sûr, je serai susceptible de vous appeler pour confirmer votre présence, pour pas que vous bloquiez une place alors que on pourrait déclarer la journée complète quelque part. Alors, je reviens ici sur la présentation. Donc, voilà, une petite information sur ces 2 journées, puisqu'il y en a 2 en fait. Mais vraiment, la présentation de ce soir se rattache à celle de Wim Levens. Le 25 janvier, ce sera une présentation avec Eric Lefort. Donc, vous pouvez assister aux 2, hein, à l'une ou l'autre, comme vous voulez. Les programmes sont sur notre site internet, sur le site de Self-Invest, dans l'onglet webinaire séminaire. Donc, ça, vous connaissez par cœur puisque vous êtes inscrit ce soir au webinaire, donc vous êtes passé par là. Donc voilà, on me dit déjà, ça sera un plaisir de déjeuner avec nous. Ben, bien sûr, le plaisir sera bien sûr partagé. Alors, les 2 outils que j'ai présentés ce soir, vous ne pouvez pas les avoir en démo, donc ne les cherchez pas. Si vous n'êtes pas client, vous ne les aurez de fait pas. Par contre, si vous voulez devenir client, je peux vous les offrir. Clairement, je peux vous les offrir. Alors, ils ne valent pas 1 million, hein, ils valent 55 € sur un paiement unique. Hein. Donc après, c'est à vous de me dire si vous préférez travailler avec le volume profile ou avec le market profile. Donc, volume profile ou time price opportunity qui est le market profile. Si vous voulez travailler plutôt sur les prix, alors je vous l'ai dit, hein, le distinguo, c'est je vais travailler sur les prix parce que j'ai un compte CFD, donc là, j'ai pas le choix. Ou je vais travailler sur les prix parce que j'ai un compte futur, mais je fais du swing, je ne suis pas un scalper. Ou alors, je vais prendre le volume profile comme Wim parce que j'ai besoin vraiment de pinailler au tick près. Donc, voilà ce qui détermine le choix de l'un ou l'autre. Donc, comme je vous l'ai dit, je reste à votre disposition pour tout échange complémentaire. Si on voulait faire une séance de coaching personnalisée, si vous voulez passer au bureau sur rendez-vous. Le numéro en 06, privilégiez vraiment les SMS parce que je suis non-stop au téléphone ou autre, au mail, enfin je suis tout le temps occupé. Donc, je peux difficilement répondre au 06. Et il y a bien sûr l'email sur la boîte www.selfinvest.fr ou .com. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Le plan, enfin, pour terminer, le plan pour nous retrouver à Paris, c'est dans le 9e arrondissement, rue Tête-Bout, donc numéro 13 et numéro 15. C'est une entrée double sous un porche ici. On est entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens, dans le 9e arrondissement, où c'est repéré ici, métro numéro 7, on est au niveau des Galeries Lafayette. Donc, vous pouvez laisser votre conjoint aux Galeries Lafayette.
avec ou sans carte bleue, au choix. Je plaisante. Et ici, le métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra, donc des places de Spark. Se garer, il y a des parkings ici, il y a aussi les parkings Galerie Lafayette, des parkings ici, donc c'est très 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 facile de venir dans le quartier. On est à 4 stations de la gare de l'Est, donc c'est très très facile. Voilà pour ma présentation. Euh, alors la vidéo de ce soir est bien sûr enregistrée sur YouTube, hein, la réponse est oui. J'ai eu une autre question un peu plus tôt. Est-ce que les formations présentielles sont enregistrées? La réponse là est non, parce que pour toutes sortes de raisons, notamment on va pas les formateurs préfèrent avoir effectivement plus de liberté pour échanger avec les intervenants, être moins tenus de formaliser des choses pour une vidéo ou autre. Donc, c'est pas en vidéo les formations présentielles. J'aurai sûrement des questions concernant les bougies ou Renko. Ben, il n'y a pas de souci, on sera là, hein, bien sûr. Vous pouvez me les poser aussi vous pouvez aussi me les poser par email ou en présentiel quand on se verra mardi. Voilà. Alors, oui, une journée, c'est long en vidéo. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais pour toutes ces raisons, et encore une fois, là, vous voyez, j'ai quelques réactions en webinaire, j'ai des réactions, mais je peux choisir de répondre en temps réel quelque part à mes interactions ou différer un peu mes réponses. Quand on est en présentiel, c'est pas possible de différer les choses. Où on dit mais la personne se sent un peu frustrée si elle pose une question à voix haute et qu'on lui dit on te répondra à la fin de la journée, c'est moins sympa quoi. Donc c'est pas pareil du tout le présentiel et le comment qu'on appelle ça, le distanciel. Voilà. Donc merci. Bah, écoutez, si j'ai pas d'autres remarques, voilà. Je suis content d'avoir tenu les 46 minutes. Je voulais pas aller trop en profondeur. J'irai certainement plus en profondeur le 24 parce que j'ai prévu 1 heure et demie. Mais là encore, hein, parce que toujours en webinaire, on va toujours beaucoup plus vite. Et quand on fait la présentation en présentiel, on fait facilement un tiers de temps en plus, hein, facilement. Voilà, si on fait 40 minutes en webinaire, on fait sans aucun problème l'heure en présentiel. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à revoir le webinaire en différé.